Donc, je suis ravi d'accueillir Philippe. Philippe Aghion, quelques mots d'introduction, mais très rapide, hein, professeur à Harvard, professeur invité à l'École d'économie de Paris depuis 2006, donc depuis avant même la création, enfin juste avant. Spécialiste mondialement reconnu, notamment de l'innovation et de la croissance. Pour donner simplement une idée, je ne vais absolument pas entrer dans l'ensemble de l'œuvre de Philippe, mais papier très important, Aghion-Howitt, j'ai vérifié tout à l'heure sur Google Scholar, 7340 citations. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé sur Google Scholar, c'est un chiffre très très rarement vu pour un article d'économie. Donc ça donne une idée un petit peu de l'importance de ce papier dans l'évolution de la discipline économique. Donc c'est quoi? C'est essentiellement la théorie de la croissance endogène, hein, qui essaie de répondre à des questions qui peuvent se poser, qui se posent tout le temps, qu'on entend souvent dans les débats d'ailleurs, mais c'est que la croissance, jusqu'où ça va aller, tôt ou tard on va buter sur une des ressources qui va être qui sont finies, les ressources sont finies, et donc tôt ou tard on va buter sur cette contrainte et ça va interdire le développement de la croissance à l'infini. Et ben non, la théorie de la croissance endogène répond à ce problème-là en suggérant d'autres mécanismes qui font qu'on peut être ou pas, mais on peut être en tout cas dans une dynamique de croissance qui n'est pas frappée par cette contrainte de ressources limitées. Donc c'est les reconnaissances de Philippe Aghion, Rio Jansson Award en 2001, médaille d'argent du CNRS plus récemment, je ne sais plus exactement quelle année, et d'autres, j'en passe. Donc Philippe Aghion est un spécialiste, je l'ai dit, de l'innovation, de la croissance, également de l'éducation, la formation, enfin tout ça, c'est quelle politique d'éducation, de formation peut répondre aux besoins et aux enjeux soulevés par l'innovation, par des sociétés en innovation et en croissance. Philippe est également intervient régulièrement dans le débat public, hein, à travers le dernier exemple, c'est un livre, un ouvrage avec Eli Cohen qui est ici, et Gilles Berset que je ne vois pas mais qui est parmi nous d'une manière ou d'une autre. Et donc qu'est-ce que je n'arrive pas à me relire, mais oui, donc c'est cette idée d'éclairer les politiques publiques et les débats publics à partir de travaux académiques, à partir d'analyses fouillées, rigoureuses, c'est vraiment l'une des missions de l'École d'économie de Paris, et donc c'est dans ce cadre que s'inscrivent vraiment ces conférences. Alors, je vais plus parler du passé, parce que là, ce qui est plus intéressant, c'est les projets, c'est le futur, et je vais certainement pas parler du sujet que va aborder Philippe, parce que j'ai, comme vous, envie d'apprendre sur ce sujet, et donc je donne sans plus tarder la parole à Philippe pour à peu près 1 heure, peut-être un peu plus de présentation, et ensuite un temps assez long qui est prévu d'échange avec la salle. Donc préparez vos questions et ensuite donc, on aura ce temps d'échange. Donc encore une fois, merci, et Philippe, à toi. Alors je vais en fait, comme tu me dis que j'ai plus qu'1 heure, je peux aller très vite sur utiliser deux ensembles Voilà. Alors en fait, le papier que je vais présenter aujourd'hui est un travail joint avec Alexandra Roulet, qui est ici. Donc en fait, il y a beaucoup d'Alexandra dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Et c'est joint avec Angus Deaton de Princeton et Ufuk Aksigit, qui est à UPenn. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'approche de base, ça s'inscrit dans un programme de recherche que j'ai. Alors je vais commencer un peu à faire un peu de striptease, mais je ne vais pas m'arrêter quand même à un moment donné, donc ça devienne embarrassing. Donc c'est un programme que j'ai démarré avec Peter Howitt à l'automne 87, qui était en fait d'essayer de formaliser la notion schumpeterienne de destruction créatrice. Et en fait, ça nous a permis de développer des modèles qui généraient des prédictions très
très distincte par rapport aux autres modèles de croissance. Et je vais revenir là-dessus, surtout une série de questions. Et en plus, si vous voulez, c'était pas juste que c'était un modèle qui conduisait à des prédictions très très différentes des autres modèles, en particulier, enfin je sais pas, des autres modèles, mais qui en même temps se prêtait à une économétrie ou à des tests plus micro, c'est-à-dire que c'est une croissance où on va regarder ce qui se passe au niveau des firmes, des industries, des secteurs, et au lieu de simplement de s'en tenir à de l'analyse, disons des comparaisons de pays simplement. Donc c'est de nouvelles prédictions et c'est également une nouvelle manière d'établir un dialogue entre la modélisation de la croissance et les tests empiriques de la croissance. Et ça obligeait à regarder beaucoup plus dans ce qui est organisation de l'innovation, comment s'organisent les entreprises, comment s'organise l'État dans ces différentes formes d'intervention. Et donc ça définit en fait un gigantesque programme de recherche qui est encore à ses débuts. Et il y a encore énormément de questions à analyser en suivant cette approche. En particulier, en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de ce modèle, de ce paradigme, on pouvait regarder, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à la relation entre croissance et concurrence, croissance et organisation industrielle. Donc, tous les modèles existants, soit disaient que la concurrence n'avait aucun effet sur la croissance, c'est le modèle AK ou le modèle de Solow, ou soit pour d'autres modèles, disaient que la concurrence était forcément une mauvaise chose pour la croissance. Et on voyait bien empiriquement que ce n'était pas vrai. Et il n'y avait aucun modèle de croissance qui pouvait expliquer pourquoi la concurrence pouvait avoir un effet bénéfique. Et nous, on a essayé de développer des modèles schumpeteriens montrant en fait que l'effet de la concurrence sur la croissance était surtout positif, surtout pour les industries qu'on appelle frontières, c'est-à-dire des industries dont la croissance repose vraiment sur l'innovation frontière, particulièrement pour celle-là, eh bien la concurrence est bonne pour la croissance. Tandis que des industries plus, disons, moins frontières, c'est moins évident que la concurrence est bonne. Voilà, donc ça c'était le premier type disons, de choses qu'on pouvait vérifier, que sur plein de données, on a fait ça sur plusieurs pays et à chaque fois on trouvait la même chose. Alors ensuite on a pu montrer cette fameuse relation de U inversée, c'est-à-dire que partant de pas concurrence du tout, augmenter la concurrence est toujours bonne pour la croissance, surtout la croissance par l'innovation, mais à partir d'un certain moment, la relation peut devenir en tout cas moins positive ou des fois même négative. Donc, et alors ensuite, il y a eu d'autres études, encore récemment, je me suis beaucoup intéressé à la relation entre concurrence et brevet. Il y a des gens qui pensent que si les brevets sont bons, à ce moment-là, comme les brevets, ça protège les droits de propriété, que la concurrence, ça réduit les rentes, eh bien, si on croit dans les brevets, on ne doit pas croire dans la concurrence. Ça, c'est Bill Gates qui pense comme ça. Il dit, je crois dans les brevets, donc la concurrence, c'est pas bien. Surtout, ne venez pas m'embêter, moi, Microsoft, m'expliquer qu'il faut que je fasse, et venez pas me mettre de l'antitrust dans les pattes. Et puis, il y a d'autres gens, comme par exemple Baldwin, Levin et d'autres, qui pensent que parce que la concurrence est bonne, tout ce qui est brevet est mauvais, quoi. Donc, s'il faut croire dans l'un, on ne croit pas dans l'autre. On a montré, en fait, qu'il y avait, en fait, complémentarité de rôle entre la protection, entre les brevets et la concurrence en matière, du point de vue de générer de l'innovation. Donc ça, c'est simplement la partie concurrence. Et puis plus récemment, si vous voulez, il y avait aussi cette idée, si on croit dans la concurrence, on ne croit pas dans la politique industrielle. Il faut bannir toute forme de politique sectorielle. Et là, avec Elie, on a beaucoup réfléchi sur ces questions-là, mais avec d'autres collègues également, on a montré qu'en fait, pas du tout, qu'en fait également, si on fait une politique industrielle intelligente, qui en particulier cible les secteurs où il y a de la concurrence, ou est faite d'une manière à ne pas réduire la concurrence, eh bien, il peut y avoir un effet bénéfique des interventions sectorielles. Donc en fait, on peut dire, voilà, on peut développer une nouvelle politique industrielle. Il y avait des mauvais côtés de la politique industrielle de grand-papa, hein, ou de vieille mode, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bannir complètement la politique industrielle. Voilà un exemple de ce qu'on a fait, mais il y a d'autres domaines également. Il y a également tout ce qui est maintenant sur une autre littérature, et là c'est poussé beaucoup par des jeunes. Et justement, c'est un peu ça, parce que l'idée de la croissance schumpeterienne, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les jeunes viennent remplacer les vieux. Alors moi, justement, c'est parfait, parce qu'il y a des petits jeunes qui viennent, et qui en fait maintenant deviennent des gens tout à fait respectables, et qui en fait font beaucoup mieux que moi, et maintenant je commence à citer de plus en plus les travaux faits par les jeunes, parce qu'ils font les trucs très intéressants. En particulier, il y avait ces papiers de Clété Cortou, mais plus récemment, Ufuk Aksigit, Nick Bloom, Bill Kerr, etc. Et en fait, ils ont regardé la relation entre croissance et dynamique des entreprises, c'est-à-dire entrée, croissance et exit des entreprises. Et en particulier, on voulait essayer de comprendre pourquoi, quand on regarde la distribution de la taille des firmes, elle a un peu cette tête-là. Est-ce qu'on peut l'expliquer?
particulier. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Pourquoi, par exemple, il y a une corrélation positive entre l'âge des firmes et la taille des firmes? Pourquoi les petites firmes sortent beaucoup plus fréquemment que les grandes, et que celles qui survivent tendent à croître plus vite que la moyenne? Pourquoi les grosses innovations dans les pays développés sont faites par les petites firmes, par les petites entreprises? Donc tout ça, c'est des séries de questions qui se posent et qui ont pu être développées à nouveau avec des modèles schumpeteriens. À ce moment-là, également, on s'est interrogé à la comparaison entre pays développés et pays moins développés. Par exemple, dans les pays moins développés, la distribution de taille, évidemment, il y a moins de grosses firmes. La distribution de taille, les firmes croissent moins. Il y a quelques firmes très très grosses, mais en général, la croissance des firmes s'arrête à un moment donné. Et puis, autre chose qui est très différent, c'est que dans les pays, si vous comparez l'Inde ou Chine versus États-Unis, eh bien, les innovations importantes ont tendance à être faites par les grosses boîtes, pas par les petites boîtes. Donc, il y a des différences et elles ont des implications, évidemment, parce qu'il y a toutes sortes de barrières. Il y a le crédit, il y a des barrières en matière de juridique qui font que c'est difficile d'écrire des contrats ou de faire appliquer des contrats, que monitorer des entreprises au-delà de la taille familiale devient problématique. Et donc, toutes les séries de gens maintenant commencent à regarder ce qui différencie des entreprises dans des pays développés, des pays moins développés, même du point de vue de l'organisation interne, et en quoi ça a des implications au niveau agrégé pour l'innovation et la croissance dans ces pays par rapport à des pays développés. Donc également, ce qui peut être le paradigme schumpeterien, là je fais vraiment de la vente, permet en fait, si vous voulez, pendant longtemps, la croissance et le développement ont été vraiment séparés. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait des économistes de la croissance qui regardaient les choses à un niveau très agrégé, et puis de l'autre côté, on regarde les villages. Vous voyez, moi je trouve que les villages c'est formidable, mais il n'y avait rien entre le village et le niveau agrégé. Maintenant, de plus en plus, il y a une demande de dire mais il faut quand même que la croissance et le développement se rejoignent. Et ce qui est sympa avec ce paradigme, c'est qu'il permet justement de faire, comme il permet de faire de la croissance à un niveau très micro, il permet en fait de combler le fossé qui existait entre ce qu'on appelait la théorie de la croissance et la théorie du développement. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu tout alors maintenant, il y a d'autres projets. Il y a par exemple toujours la relation entre croissance, puisque je suis à PSE, la relation entre croissance, inégalité et mobilité sociale, par exemple, très intéressant. Par exemple, en Suède, dans les années 90, il y a un certain nombre de réformes fiscales qui ont été faites. Ces réformes fiscales ont dopé la croissance et l'innovation. Elles ont augmenté la fraction du top 1%, du top 0,1%, mais la mobilité sociale n'a pas été réduite du tout. Donc c'est intéressant de comprendre. Donc on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire en Suède? Si je m'attaque à Skype ou à Monsieur Majin, est-ce que je vais avoir un effet négatif ou pas sur la croissance? Et est-ce que je vais vraiment avoir un effet positif sur la mobilité sociale? Et toute cette relation entre croissance, mobilité sociale et disons l'inégalité à différents niveaux, notamment top 1%, top 0,1, c'était un sujet totalement ouvert et qui n'a pas été encore... Et là, à nouveau, l'approche schumpeterienne est à nouveau très naturelle, parce qu'en gros, on dit, est-ce que c'est un problème d'avoir des gens très très riches? Surtout, c'est un problème s'ils empêchent l'arrivée et l'entrée de nouveaux innovateurs. Donc poser le problème, en fait, c'est le poser déjà en termes schumpeteriens. C'est-à-dire qu'en gros, disons le paradigme schumpeterien pose immédiatement le problème, vous innovez, vous devenez très riche, très puissant, mais le problème, c'est que vous avez les moyens d'empêcher l'arrivée et l'entrée de nouveaux innovateurs. Comment vous gérez cette contradiction? Et je crois qu'à nouveau, quand on veut regarder le débat, la relation entre inégalité et croissance, eh bien, au cœur de ce débat est cette contradiction-là. Et je crois que, donc, à mon avis, il faut faire repartir le débat totalement sur des bases nouvelles à partir de cette manière de poser le problème. Donc, en tout cas, voilà, c'est un petit peu en guise d'introduction, mais je vais tout de suite passer au cœur du sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite passer à ce qui nous concerne. Alors, je crois que je dois passer, ça c'est le bon format, hein, je crois où je dois aller à, peut-être le mettre un peu plus gros, je vais à affichage, c'est affichage, et je mets mode lecture plein écran, non? Oh là là, génial, super. Donc voilà, maintenant, on commence maintenant vraiment le séminaire, d'accord? C'était même pas une introduction, ce que je viens de raconter, hein. C'était, disons, un warm-up, hein, voilà. Donc voilà, ça j'avais déjà dit, cette slide j'ai déjà expliqué. Donc, en gros, la croissance schumpeterienne, qu'est-ce que c'est? C'est un paradigme qui repose sur 3 idées très très simples. La première idée, c'est que la croissance, surtout dans la croissance durable, résulte d'innovations qui améliorent la qualité des biens, qui peuvent réduire les coûts, qui sont des innovations qui améliorent la qualité, disons, d'une certaine façon, quoi. Ça peut être réduire les coûts de production, améliorer l'organisation d'une entreprise, améliorer la qualité de la vie, etc. Donc ça, c'est la première chose. Les innovations
ne viennent pas du ciel, elles résultent d'activités entrepreneuriales. Alors typiquement profit, mais pas uniquement, il y a aussi la recherche fondamentale, et là il y a toute une série de travaux, j'ai travaillé moi-même là-dessus récemment sur Economy of Science, et il y a des travaux remarquables faits par des jeunes, Heidi Williams et d'autres, qui sont tout à fait remarquables, mais disons que, en tout cas, le paradigme modèle d'abord l'innovation au départ comme résultant d'activités d'investissement. Et ça, ce qui est intéressant déjà avec ça, c'est qu'une fois que vous avez mis cette phrase-là, qui a l'air de rien du tout, vous pouvez déjà parler de politique de croissance, parce qu'on peut regarder comment différentes politiques ou institutions influent sur la croissance, parce qu'en fait, elles affectent les profits ou les coûts de l'innovation. Donc déjà, à partir de cette fenêtre-là, on peut faire quelque chose que, quand j'ai étudié moi la croissance, c'était Solow, Harold Domar, et ces domaines n'avaient absolument rien à dire sur les politiques de croissance. Et on ne pouvait rien dire. Tandis que là, dès qu'on met cette phrase-là, très naturellement, on peut parler de politique de croissance ou d'institutions de croissance. Si vous êtes dans un pays où tous les profits sont expropriés, eh bien, il n'y a pas d'innovation. Si on est dans un pays où il y a de l'hyperinflation, c'est la même chose. Et donc tout de suite, on voit comment les politiques peuvent influer sur la croissance. Et puis alors, la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les innovations induisent un turnover et rendent les vieilles technologies obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. La croissance est un processus conflictuel entre le nouveau et l'ancien. Et là, c'est très intéressant parce que ça ouvre un champ tout à fait nouveau qui est l'économie politique de la croissance. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Mon collègue Acemoglu et Robinson ont écrit Why Nations Fail. Why Nations Fail, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des pays où la destruction créatrice peut avoir lieu et des pays où elle est empêchée. Et tout tourne autour de ce conflit entre l'ancien et le nouveau. Comment les institutions, comment les organisations institutionnelles eh bien, gèrent ce conflit et rendent ou ne rendent pas possible l'innovation. Donc voilà, donc ça a permis d'explorer la relation entre croissance et organisation industrielle, croissance et dynamique des firmes, croissance et développement avec la notion d'institutions et de politiques appropriées. Les politiques qui sont bonnes pour la croissance dans des pays en rattrapage ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour la croissance dans des pays où l'innovation frontière est le moteur de la croissance. Et ça a généré toute une série de travaux et de réflexions sur comment réformer, notamment un pays comme la France, mais comment réformer un certain nombre de pays qui avaient des institutions adaptées à une croissance par le rattrapage, mais dont ces institutions ne sont plus adaptées aux nécessités d'une croissance par l'innovation frontière. Mais il y a toute une autre série de questions qui peuvent très naturellement, et où la théorie schumpeterienne a des choses à dire qui sont très distinctes et qui peuvent être testées. Alors moi là ici aujourd'hui, je vais parler d'une question un peu différente qui est comment qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la relation entre la croissance par l'innovation et des mesures de bien-être? Voilà. Est-ce que la croissance par l'innovation, c'est bon ou mauvais pour le bien-être? Après tout, on pourrait dire, après tout, pourquoi vous intéressez à la croissance? Après tout, vous pourriez, ce qui est intéressant, c'est finalement que les gens soient contents. Et là, en fait, si vous voulez, quand vous regardez la littérature existante, alors là, je vais dire seulement des bêtises, et là, il y a Claudia, je suis très intimidé parce que j'ai Claudia en premier rang, donc si elle fronce ses sourcils, tu vas les froncer souvent là, pendant cette présentation. En tout cas, moi, quand on regarde, nous, la littérature, on a l'impression que surtout, ce qu'on voit, c'est des études qui relient le bien-être à des mesures agrégées de revenus ou de croissance du revenu. Mais en tout cas, dans ce qu'on a vu, nous, aucune des contributions que nous avons vues regarde vraiment les déterminants de la croissance et comment ces déterminants affectent c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose sur les mécanismes. On regarde croissance ou revenu versus bonheur, mais on ne regarde pas d'abord quels sont les ressorts de la croissance que vous regardez et comment ils affectent eh bien, cette mesure de bien-être et quels sont les mécanismes en jeu. Donc c'est ça que nous on veut essayer de faire. Et en fait ce qu'on veut essayer de faire ici, c'est d'utiliser un modèle, moi j'ai dit orthodoxe maintenant, c'est un peu prétentieux parce que ça voudrait dire que le modèle qu'on a fait est devenu un modèle mainstream. Enfin disons qu'on considère que le modèle schumpeterien maintenant est un modèle relativement mainstream, enfin voilà, pour étudier une question qui elle n'est pas orthodoxe en tout cas. En tout cas c'est un modèle qui n'est pas en lui-même pas. Donc c'est de voir si avec ce cadre, ce paradigme, on a des choses à dire sur les mécanismes qui font des prédictions qu'on peut tester sur les données. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est d'utiliser un modèle orthodoxe pour parler d'une question qui est a priori pas orthodoxe. Voilà.
Donc on regarde en fait comment la création des destructions créatrices, qui veut dire qu'il y a de l'entrée et de l'exit d'entreprise, de l'entrée et de l'exit d'emploi, eh bien affecte disons le bien-être, certaines mesures de bien-être sur lesquelles je vais revenir, et comment ça l'affecte différemment, parce qu'il y a différents types d'individus, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les gens éduqués, les gens moins éduqués, il y a les gens, nous on a été regarder les fumeurs et les non-fumeurs, les religieux et les pas religieux, on peut regarder toutes sortes de caractéristiques. Des gens qui vivent dans différents types d'endroits où il y a différents types d'institutions. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait nous surtout comprendre comment différentes manières d'organiser le marché du travail affectent cette relation. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit, par exemple, où il y a des allocations chômage plus généreuses, où il y a, disons, une flex-sec meilleure, disons, ou un endroit où vraiment, quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas vraiment de possibilité de rebondir. Donc, comment des institutions, disons, des manières d'organiser le marché du travail affecte en fait la relation entre croissance et bien-être. Voilà. Donc c'était ça parce que ça a des implications de politique publique évidemment. Voilà, donc d'abord dans la première partie, je vais juste, on développe un modèle schumpeterien assez simple pour organiser, disons, nos idées. D'accord? Et ce modèle va générer un certain nombre de prédictions, et c'est ça qui va nous servir de guide pour l'analyse empirique. D'accord? C'est ça qui un petit peu nous distingue d'autres études sur le sujet. Alors, en gros, disons pour grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand quand tout d'un coup le taux de destruction créatrice s'accélère, que le taux d'entrée et de sortie d'entreprise s'accélère? Il se passe la chose suivante. D'abord, ça veut dire qu'il y a une plus grande probabilité quand on a un emploi de se retrouver au chômage. Mais ça veut dire aussi peut-être une plus grande probabilité quand on est au chômage de retrouver un emploi. Et puis par ailleurs, il y a un effet de croissance, c'est-à-dire que dans la mesure où un plus haut taux de turnover, c'est dans la mesure où ça implique un plus grand taux de croissance, alors ça peut être bien parce que les gens, quand ils évaluent leur bien-être en termes net present value, le taux d'escompte, c'est le fameux R-G, c'est à ce taux-là qu'ils évaluent. Donc quand G augmente, R-G évidemment, et donc ils évalueront la valeur nette présente de leur profit ou de leurs utilités à venir, la valeur augmentera puisque vous divisez par un dénominateur plus petit. Donc il y a cet effet indirect qui passe par la croissance, et nous verrons, nous avons une manière de tester que voilà, en tout cas on a une interaction qu'on montrera qui est compatible avec cet effet de croissance. Voilà. Donc ça c'est grosso modo l'histoire, d'accord? Donc en termes au total, l'effet de ce qu'on appelle le turnover, est-ce qu'il y a un mot français? Parce que à chaque fois je fais sur ce truc franglais épouvantable. Taux de rotation, de taux de rotation d'emploi et d'entreprise est ambigu et dépend de caractéristiques du marché du travail, dépend des caractéristiques du secteur dans lequel vous vous trouvez, dépend du fait si vous êtes dans une région qui est en plein boom ou qui n'est pas en plein boom, où il y a de nouvelles activités qui se créent ou pas, et ça dépend aussi de caractéristiques individuelles. Est-ce que les gens sont plus ou moins averses au risque? Est-ce que les gens sont plus ou moins éduqués? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont moins jeunes? Etc. Donc en particulier, on va trouver que plus de turnover, plus de rotation, augmente le bien-être davantage dans des endroits où il y a des allocations chômage plus généreuses. Donc on a comparé entre États américains, on sait qu'il y a des différences d'un État américain à l'autre entre allocations de chômage, et dans les endroits où c'est plus généreux, l'effet du turnover est plus positif. La deuxième chose, c'est qu'on va trouver que dans des endroits aux États-Unis, c'est-à-dire des métropoles en fait, on regarde au niveau de la métropole, où il y a dominé davantage par des secteurs qui sont en forte croissance, et bien dans ces endroits-là, l'effet du turnover sur le bien-être est plus positif que dans des endroits où c'est plutôt des industries déclinantes qui dominent. Et puis enfin, plus de rotation augmente le bien-être davantage, pour des gens qui sont, qui sont plus forward-looking, qui regardent davantage le futur lointain que le futur immédiat, et puis pour des gens qui sont moins risque-averses, qui est assez ce à quoi on s'attendrait. Enfin, c'est ça un petit peu les prédictions que nous allons tester. Alors dans la deuxième partie, on va tester les prédictions du modèle, d'abord à travers des régressions qui sont des régressions en cross-section, et à un niveau très désagrégé, c'est d'un niveau des métropoles, donc des metropolitan areas, quoi, et il y en a, c'est très nombreux, quoi, c'est au niveau des villes, on va dans un niveau beaucoup plus désagrégé que les États américains, d'accord? Et donc on regarde à ce niveau-là, c'est-à-dire que les mesures de turnover, on prend les mesures moyennes de turnover au niveau des métropoles, et on regarde, et on fait la moyenne de bien-être au niveau des métropoles, et on regarde comment les deux sont reliés, d'accord? Et on va pouvoir dire pas mal de choses. Et puis, mais seulement le problème,
problème, c'est que ça se base sur des enquêtes où ce n'est pas les mêmes individus que l'on suit au cours du temps. Donc nous, après, on a vu qu'on a eu accès à une base de données allemande. Je crois que, Claudia, vous avez travaillé sur cette base, ou probablement, qui maintenant qui est une base formidable. On peut faire plein de choses. Et là, on peut suivre les mêmes individus au cours du temps. Et donc, on peut regarder comment on les voit passer de chômage à emploi ou d'un emploi à un autre emploi. Et on peut voir comment leur bien-être évolue à mesure quand ils font ces transitions. Et ça va dans le sens des prédictions du modèle, comme on le verra tout à l'heure. Et on peut regarder notamment si les réformes Schröder ont changé quelque chose ou pas, les réformes qui ont rendu le marché du travail plus flexible. Est-ce que ça a fait que de se retrouver au chômage est une plus mauvaise chose ou une meilleure mauvaise chose? Et ce qu'on va trouver, c'est que se retrouver chômeur est une moins mauvaise chose après les réformes Schröder par rapport à avant les réformes Schröder. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir des faits de politique sur comment les gens réagissent à la transition d'emploi à chômage. Voilà, donc nos principales, ce qu'on va trouver, c'est qu'au niveau, si on fait les régressions donc, sur les municipalités américaines, niveau cross-section, eh bien, l'effet du turnover est positif quand on contrôle pour le chômage, moins quand on ne contrôle pas pour le chômage. Donc la raison principale pour laquelle il y a l'ambiguïté, c'est le fait que ça crée du chômage, ce qui est comme ce que le modèle prédit. Et puis, et ça c'est vrai, si on regarde, qu'on regarde au niveau, disons, des municipalités, ou qu'on regarde au niveau des États, ou au niveau individuel, et on a plusieurs manières, et on a plusieurs indices et plusieurs bases de données. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont très indépendantes les unes des autres et elles donnent le même résultat. Donc c'est un résultat qui revient toujours. Donc c'est pour montrer qu'on a une espèce de robustesse des résultats qu'on obtient. Voilà. Et la deuxième partie sur les données allemandes, on va montrer que si on passe d'un job à un autre job, en général, la life satisfaction augmente. On sait que des fois, les salaires diminuent quand on passe d'un job à un autre job, mais la life satisfaction, elle augmente. Tandis que si on fait une transition d'emploi à chômage, eh bien, l'effet immédiat sur la life satisfaction va être négatif, mais moins négatif pour des individus plus jeunes et moins négatif quand les marchés du travail deviennent plus flexibles. Voilà, donc ça, c'est en gros, ça, c'est ce qu'on va te montrer là. Voilà, alors il y a toute une littérature. Ici, je ne mentionne que quelques articles de cette littérature. Il y a une littérature d'abord sur la relation entre turnover et chômage. Donc il y a les articles évidemment de Davis, Altiwanger, mais il y a également, oui, croissance et la relation entre croissance, turnover et unemployment. On avait fait un papier avec Howitt en 98, qui est un papier où d'ailleurs il y a une courbe qui est tracée à la main. C'est rare qu'il y ait des papiers parce qu'on ne savait pas tracer. Moi, j'ai jamais su tracer une courbe autrement qu'à la main, mais la Review of Economic Studies avait accepté ce papier. Et Mathias de Watripon m'a toujours dit, tu te rends compte ce que j'ai fait? On a accepté un papier malgré que la courbe soit tracée à la main, ce qui est quand même, voilà. Et Mortensen, Pissarides, eux, non d'ailleurs ça c'est 94, là il y a une erreur, et Mortensen, Pissarides ont fait un modèle en fait basé sur le nôtre, également de croissance et de chômage et croissance. Nous, on contribue à cette littérature ici, puisqu'on regarde, on regarde les effets sur le bien-être, pas juste sur la croissance. Et puis il y a une littérature sur la relation entre bien-être et revenus. Donc, et nous, on contribue à cette littérature d'abord en mettant des firmes et des turnovers de firmes du côté droit de l'équation de régression, puisque jusqu'à maintenant, on regardait ou au niveau individuel ou au niveau global, mais on ne regardait pas les firmes. Et donc, nous, on met les firmes et les secteurs dans le droit de la régression. Et puis, on essaie surtout de regarder différents effets. On développe un modèle qui donne différents effets contradictoires et on essaye de les distinguer et de les séparer, de montrer qu'il y a ces effets qui sont, et de voir sous quelles conditions tel effet domine tel autre effet. Et c'est ça qu'on essaye surtout de faire dans cette recherche. Donc là, ça termine vraiment l'introduction et je vais passer maintenant au modèle, à la partie modèle. Alors ça, bon, je vais essayer d'aller un peu vite parce que le modèle, c'est toujours un peu ardu, mais en même temps, la contribution ici, c'est d'utiliser un modèle. Si je ne montre pas le modèle, et puis voilà, je vais présenter vite un peu le modèle et un peu la logique du modèle. Hein, voilà. Donc c'est un modèle schumpeterien, donc un peu comme j'ai décrit tout à l'heure, hein, avec les trois où la croissance résulte de l'innovation. L'innovation est motivée par des profits et elle génère de la destruction créatrice. Donc c'est un modèle avec plusieurs secteurs. Et l'innovation génère de l'obsolescence d'entreprises et d'emplois.
Et ce qui se passe dans ce modèle, c'est que quand je suis dans un secteur, tout d'un coup il y a une innovation, eh bien je me retrouve immédiatement au chômage, jusqu'à ce que je retrouve un emploi ailleurs. Et là, il y a des frictions dues à du search qui est coûteux. Ça met un certain temps pour trouver un emploi ailleurs. Et donc là, on prend sur Pissarides, Mortensen, hein, et c'est ces frictions-là qui font qu'il y a du chômage d'équilibre. D'accord ? Sinon, je n'aurais pas de chômage d'équilibre, évidemment. Alors, je vous décris en gros le modèle, mais de manière vraiment très, très schématique. Donc, vous avez une économie qui est, où il y a un continuum de mesure 1. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est les individus qui sont de mesure 1. Mais là, parce qu'il y a un typo, il y a un continuum de mesure 1 d'individus que je prends au début comme étant, disons, à horizon infini et neutre risque. Mais après, je vous dirai ce qui se passe quand il y a aversion risque. On peut étendre le modèle au cas de risque aversion. Vous avez un bien final qui est produit avec des biens intermédiaires, et ça c'est les secteurs actifs, parce que tous les secteurs ne vont pas être actifs. Il y aura des secteurs, dès qu'il y a une innovation qui se passe, le secteur devient inactif, le nouvel entrant va poster une vacancy, hein, il va dire voilà, moi je cherche un emploi qui soit adapté à mon secteur, et c'est seulement quand il aura trouvé l'employé qui lui convient que le secteur va redevenir actif. Donc à chaque moment, surtout vous y regardez l'état stationnaire, il y a toujours une fraction des secteurs qui sont en friche, en fait, qui sont pas actifs. Et puis, donc l'output est produit par les secteurs actifs à chaque moment. D'accord ? Donc, et puis, alors, donc ça c'est les secteurs intermédiaires, et dans chaque secteur intermédiaire, on produit le bien intermédiaire avec du travail. On supposera que là on reprend Pissarides Mortensen, on supposera que chaque firme intermédiaire emploie une unité de travail qui a un marchandage entre le travailleur et l'employeur, et grand A c'est la productivité du travailleur. Mais le grand A va augmenter chaque fois qu'il y a une innovation. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui se fait augmenter le grand A, qui transforme lambda en lambda, grand A en lambda grand A, où lambda est plus grand que 1. Vous voyez, l'innovation fait que vous avez quelqu'un qui arrive et dit toi, tu faisais grand A, L, moi je vais faire lambda grand A, L, où lambda est plus grand que 1. Et donc, House, tu dégages, moi je viens, et donc voilà, c'est ça un peu ça c'est l'esprit, voilà, schumpeterien, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est donc comme je disais, un innovateur dans un tel secteur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va faire passer la productivité d'un A, c'était AJT-1, et il le fait passer à lambda AJT-1, où lambda est plus grand que 1, et lambda c'est ce qu'on appelle la taille de l'innovation, d'accord? Alors à ce moment-là, l'innovateur est un nouvel entrant, donc supposons qu'il y a un secteur qui était, donc Claudia, mettons que tu étais la firme existant dans le secteur, désolé, voilà, je suis l'entrant, et je dis, écoute, je peux me faire mieux que toi, donc à ce moment-là, tu t'en vas. Hein. Donc tu avais un travailleur, le travailleur lui aussi, il se retrouve au chômage parce que le travailleur qui travaillait pour toi, il ne me convient pas du tout. Hein. Et à ce moment-là, le secteur devient en friche. Mais moi, à ce moment-là, je mets un ad et je dis, je cherche un travailleur pour moi qui puisse venir travailler. Mais il va y avoir un certain temps avant que je le trouve, et c'est pendant ce temps-là que ce secteur va être inactif, il ne redeviendra actif avec la nouvelle technologie que quand j'aurai trouvé un travailleur qui est actif, qui est adapté à ma technologie. D'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc, eh bien, la mesure, le taux de chômage, ici, c'est 1 moins le nombre de secteurs qui sont, puisque chaque secteur emploie un travailleur, eh bien, le taux de chômage, c'est 1, et que la masse des gens est 1, eh bien, c'est 1 moins le nombre de secteurs qui est actif, puisque c'est également le nombre de gens qui sont actifs. D'accord? Et donc, ça, c'est le taux de chômage. Et donc, évidemment, on va être très intéressé par cet individu, parce que ce taux de chômage va jouer un rôle crucial dans la relation entre turnover et bien-être. D'accord? Le taux de chômage est un acteur clé de cette relation. Puisque selon qu'on contrôle ou pas pour le taux de chômage, ce qu'on trouve est très très différent. Alors maintenant là, ça c'est du Pissarides Mortensen, hein, donc c'est très simple. En fait, eh bien il y a un taux d'arrivée des matching, donc il y a des firmes qui ont posté une vacancy, et puis il y a des gens au chômage, et il y a un marché, hein, et donc ils essaient. Et évidemment il y a un taux à chaque moment, il y a un taux auquel eh bien se font une rencontre entre une nouvelle firme qui cherche un travailleur et un travailleur qui cherche une firme. Et ce taux dépend. Eh bien là, on a supposé une technologie comme Douglas, mais ce taux dépend, j'essaie de regarder si j'ai, voilà, super, ça c'est du taux de chômage, donc évidemment plus il y a de chômeurs, plus c'est facile, plus il y aura de matchs évidemment, et ça c'est le nombre de vacancies, et on suppose que le taux de matching entre les entreprises et les travailleurs, elle est comme Douglas par rapport au taux de chômage et au taux de vacancy. Alors si vous êtes un employé, eh bien la probabilité que vous allez trouver l'emploi, c'est ce M divisé par U, puisque plus il y a de chômeurs, plus vous êtes en concurrence avec d'autres gens
qui eux aussi cherchent un emploi. D'accord? Si j'étais tout seul, je trouverais tout de suite l'emploi. Mais évidemment, plus le U est grand, plus je suis en concurrence avec d'autres travailleurs qui sont en recherche du même emploi. Si par contre je suis une firme qui cherche un travailleur, plus il y a d'autres firmes, d'autres vacancies qui sont postées, avec lesquelles je suis en concurrence, plus ça sera une probabilité faible que je trouve un travailleur qui me soit adapté, puisque ces travailleurs sont également recherchés par d'autres firmes. D'accord? Et alors on suppose dans ces modèles-là que typiquement, une fois qu'un travailleur et une firme se sont trouvés, ils marchandent, et on fait un truc très simple, on suppose qu'ils arrivent à une fraction du surplus total va à la firme, et l'autre fraction va au travailleur, et on suppose que cette fraction, c'est du Nash bargaining, plus ou moins, pas exactement, mais du Nash bargaining ex post, où en fait, il y a un partage du profit entre profit et salaire qui est fait par marchandage ex post, puisque c'est du monopole bilatéral entre ex post, une fois parce que j'ai trouvé un travailleur qui est adapté à moi et qui peut aller nulle part ailleurs, et la firme lui est adaptée à lui, donc on marchande en monopole bilatéral, et on suppose qu'une fraction fixe des revenus va à l'un, et la fraction restante va à l'autre. Alors maintenant, nous, on s'intéresse à la satisfaction. Qu'est-ce que c'est la satisfaction? Ben voilà, il y a d'abord, on va prendre le point de vue de quelqu'un qui décide de rentrer sur le marché du travail. Il ne sait pas d'avance s'il va se retrouver chômeur ou pas. Mais vous pouvez voir ça aussi comme en moyenne votre life satisfaction. Vous pouvez regarder au dernier moment, j'aimerais regarder séparément le bien-être d'un chômeur et le bien-être d'un type qui est en ce moment employé. Vous pouvez regarder tout, ils évoluent de la même manière, et ce modèle vous donne tout en fait. Moi je regarde simplement ça, mais en fait, en même temps, on dérive les expressions pour le U et pour le E. Alors on sait que moi, si mon bien-être avec une probabilité U, je serai chômeur, avec une probabilité 1 moins U, je ne serai pas chômeur. Donc si j'ai probabilité U, eh bien ça c'est la valeur nette présente, UT, d'être chômeur maintenant. Mais d'être chômeur maintenant, ça ne veut pas dire que je suis chômeur toute ma vie. Ça veut dire que je suis chômeur maintenant, mais je trouverai un emploi plus tard. Peut-être que plus tard, je serai à nouveau chômeur, et je regarde cette séquence. Et c'est ça que j'évalue. Et ça, c'est mon utilité nette présente, d'être maintenant chômeur. D'accord? Mais j'évalue l'utilité d'une vie où je passerai par des cycles chômage, emploi, chômage, emploi. D'accord? Mais où je suis en ce moment au chômage. Et le E, c'est la même chose pour quelqu'un qui est couramment employé, mais il sait qu'il n'est pas employé pour toujours, qu'il y a une probabilité qu'il se retrouve au chômage, mais qu'après il retrouve un emploi, etc. Alors, il y a des équations. Alors, je ne vais pas vous embêter avec des équations de Bellman, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais donc en gros, on sait qu'on peut déterminer ces animaux, c'est-à-dire qu'en gros, on dit voilà, eh bien, être couramment employé, E, c'est comme un actif. Cet actif, il a une valeur annuelle, rho E. Et c'est le revenu, si vous voulez, ROE, c'est le revenu annuel, moins le gain en capital, disons, d'être employé. Et ça c'est égal à quoi? C'est le salaire. Quand vous êtes employé, vous touchez un salaire. Et puis avec une probabilité, et donc on est en continu, et donc ça c'est des probabilités de Poisson. On suppose que X, c'est la probabilité, on appelle X la probabilité que chaque secteur, il y a un nouvel entrant qui arrive, on peut l'endogénéiser. Ici je la prends comme exogène. Le X, ça sera ma mesure de turnover. Donc on sait que n'importe quel secteur, il y a une probabilité à chaque moment X qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive et qui dit allez hop, c'est moi qui prends, vous dégagez et c'est moi qui fais. Ce X, je le prends comme donnée, mais évidemment, on peut boucler le modèle et faire résulter le X d'une équation d'entrée, de libre entrée, et où c'est déterminé par la libre. Quel est le coût? Il y a un coût fixe d'entrée, et donc d'être un entrant potentiel, et on peut déterminer X en fonction des autres paramètres du modèle. Mais je ne le ferai pas ici. Et puis alors évidemment, si je suis dans un secteur qui est touché par une innovation, je me retrouve au chômage. Donc ma valeur, j'ai un capital loss, je passe de E à U. D'accord? Voilà, alors même chose si je suis chômeur, donc la valeur, ça c'est la valeur annuelle d'être chômeur moins le gain en capital d'être chômeur. Eh bien alors le B c'est les allocations chômage, donc ça c'est une variable de politique, d'accord? Et puis avec la probabilité M sur U, je trouve un emploi, donc je passe d'un U à un E. D'accord? Et c'est comme ça qu'on détermine. Alors, je suppose qu'il y a Nash bargaining à l'intérieur de chaque firme, et ça, avec j'avais une fonction de production log qui est ici, et bien ça vous donne très vite la chose suivante, c'est qu'en fait le salaire en équilibre est proportionnel au revenu, disons la quantité de biens final produite, et puis je vais supposer que l'allocation chômage, elle aussi, est proportionnelle au revenu, disons ce qui est le final good
production, qui est le PIB. D'accord? Donc je vais supposer qu'en fait le salaire et l'allocation chômage sont proportionnels au PIB, et comme ça je simplifie au maximum cette partie du modèle. Voilà. Alors maintenant j'ai le modèle et maintenant je peux le résoudre. Et je vais me concentrer sur des états stationnaires. Qu'est-ce que j'appelle état stationnaire? État stationnaire, c'est que toutes les variables, disons, comme le revenu, profit, salaire, tout ça, ça croît au taux G, au même taux G que je vais déterminer tout à l'heure. Et le taux de chômage et le nombre de vacancies, lui, est constant au cours du temps. C'est comme ça que je qualifie un état stationnaire. Et je vais donc me concentrer sur les états stationnaires. Alors évidemment, ce modèle, on peut regarder aussi les transitions, les dynamiques transitionnelles. Et en appendice du papier, on a toute une section, on regarde la dynamique transitionnelle de ce modèle. Mais moi, je me concentre sur l'état stationnaire pour simplifier. Alors, en état stationnaire, eh bien, le flux du chômage vers l'emploi, c'est le taux de matching entre les chômeurs et les firmes. Et c'est M de U et V. Et par ça, c'est le flot, disons, du chômage vers le non-chômage. Et le flot du non-chômage vers le chômage, je sais qu'il y a un nombre je sais qu'il y a un nombre 1-U de travailleurs qui ne sont pas au chômage, mais on sait que chacun d'entre eux a une probabilité X à chaque moment de se retrouver au chômage, puisqu'il y a une probabilité, ce qu'on appelle un flow probability, une probabilité, je ne sais pas le traduire, une probabilité instantanée X, que ce secteur que tout d'un coup ce travailleur se trouve au chômage. Donc ça, c'est le flux de l'emploi vers le chômage. Et en état stationnaire, les deux flux doivent être égaux. N'oubliez pas que le M de U et de V, c'est U alpha, V 1 moins alpha. Mais par ailleurs, dans cette version très simple du modèle, on sait qu'il n'y a que l'innovation qui crée de la destruction d'emplois. C'est parce qu'il y a un innovateur qui arrive que l'emploi est détruit. Donc dans ce cas-là, le nombre des vacancies, c'est le nombre des secteurs où il n'y a pas d'emploi. Donc U égale V dans ce cas-là. Évidemment, si j'étends le modèle en disant il y a une source exogène de destruction d'emplois qui n'a rien à voir avec l'innovation, on n'a plus U égale V, et ça on le regarde après, d'accord? Mais dans le modèle le plus simple, U égale V. Donc si vous dites U alpha, V moins alpha, U égale V, et vous faites cette égalité, donc vous tombez sur une équation très simple, et vous voyez que là, ici dans ce cas-là, le taux de chômage d'équilibre est une fonction croissante très simple du taux de turnover. Plus vous avez du turnover, plus vous avez du chômage. En fait, on a regardé au niveau des municipalités ou des États, aux États-Unis, on trouve exactement qu'il y a une relation positive entre taux de turnover et taux de chômage. Donc ça capture assez bien ce qu'on observe en pratique. D'accord? Donc ça, c'est le taux de chômage. Donc le turnover. Alors le taux de turnover, il y a quand même deux termes. Hein. Le turnover, ça a du bon et du mauvais. Le turnover, ça transforme des gens qui ont un emploi en chômeurs. Ça, c'est pas bon pour ça augmente le chômage. Mais le turnover, ça permet aussi à des chômeurs de retrouver un emploi, puisque ça fait quand même que ces entreprises, c'est quelqu'un qui est couramment au chômage, quand il y a plus de turnover, il a une chance de retrouver un emploi, parce que c'est des firmes innovantes qui postent des vacancies. C'est le terme qu'il y a ici, mais c'est le premier effet qui domine, voyez ? Donc ça, c'est l'effet dominant, c'est le fait que turnover augmente le chômage. Alors maintenant, je regarde la partie croissance. Eh bien, le taux de croissance, chaque fois qu'il y a un nouveau secteur, un nouvel entrant qui trouve un travailleur qui lui est adapté, il multiplie la technologie par lambda. Donc là, le taux de croissance, c'est F log de lambda, où F, c'est le flux de secteurs où une nouvelle innovation est mise en œuvre. Mais elle n'est mise en œuvre que quand la firme a trouvé le travailleur qui lui convient. Mais elle le trouve à un taux qui est égal au matching. Mais on sait que M égale U égale ça. Donc ça, c'est le taux de croissance. Donc vous voyez qu'en même temps, d'un côté, plus de turnover augmente le taux de chômage, mais ça, c'est plutôt le mauvais côté. Mais il y a un bon côté, davantage de turnover augmente le taux de croissance. Et là, dans ce modèle-là, tel qu'il est simple, on voit une relation qui est non ambiguë positive entre croissance et chômage dans cette version du modèle. D'accord? Alors maintenant, on peut revenir à notre calcul de bien-être et on sait qu'on peut remplacer, donc ça c'est les profits et ça c'est les allocations chômage avec les hypothèses qu'on a faites, et on peut utiliser le fait qu'en état stationnaire, eh bien tout ce qui n'est pas taux de chômage et taux de vacancy augmente au taux G, donc le taux de croissance de grand E et le taux de croissance de grand U sont G, M égale U, et on sait que U c'est X sur 1 plus X, vous mettez tout ça ensemble, vous mélangez, très simple, et vous trouvez une expression très très simple pour regarder la beauté de cette expression, comme elle est simple, et ça c'est le taux, ça c'est le welfare, c'est le bien-être des gens en fonction du taux de croissance et du taux de turnover. Et ce qui est très joli là, c'est qu'on voit tout de suite les effets. D'abord, un turnover, c'est un effet négatif qui est là. Ça c'est l'effet on détruit des jobs. Ça c'est l'effet positif, c'est qu'en fait, ça crée aussi des nouveaux emplois.
Mais par ailleurs, vous avez l'effet du G. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet d'escompte. Quand vous avez davantage de turnover, dans la mesure où ça augmente le taux de croissance, ça, vous voyez, ça réduit le taux auquel vous escomptez la valeur, le flux futur des utilités. Et ça, c'est un effet positif. C'est ce qu'on appelle l'effet de capitalisation. Et donc, vous voyez, là, vous avez les trois effets. L'effet de destruction de job, l'effet création de job et l'effet de capitalisation. Et ça, c'est les trois effets qui dominent dans ce modèle. Tout va tourner autour de ces effets-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est là-dedans, quoi, en fait. Tout est dans de cette expression-là, qui est en fait incroyablement simple. Alors vous voyez d'ailleurs les unemployment benefits, parce que les unemployment benefits, évidemment, plus vous les augmentez, plus les conséquences d'être au chômage sont faibles. Donc vous augmentez B, évidemment, vous allez réduire l'effet négatif du chômage ou l'effet du turnover sur le bien-être. D'accord. Donc ça nous donnera les comparaisons entre des États américains plus sociodémocrates ou des États américains plus ultralibéraux, etc. Voilà. Alors, donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on trouve? Que si on fixe le taux de croissance, davantage de turnover, ça augmente la probabilité que quelqu'un qui est employé va perdre son travail, mais ça augmente aussi la probabilité que quelqu'un qui est couramment au chômage va trouver un nouveau job. Et puis par ailleurs, davantage de turnover augmente le taux de croissance qui en fait a un effet positif sur le bien-être à cause de cet effet de capitalisation. Ça, c'est le cœur de l'analyse. Ça, c'est le modèle, si vous voulez. À partir de là, c'est notre lunette, c'est les lunettes que nous prenons pour ensuite aller regarder les données, d'accord? Alors voilà, donc là c'est la proposition. Plus de turnover augmente la liste de satisfaction, d'autant plus, et là on peut montrer que d'autant plus c'est vrai si on a un discount rate qui est faible. Donc par exemple, ici il n'y a pas de jeunes et de vieux, mais on peut considérer que si on avait un modèle à génération avec des jeunes et des vieux, eh bien ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose sur jeunes versus moins jeunes. C'est que pour les jeunes, c'est moins négatif que pour les moins jeunes d'avoir le turnover, d'accord? Et l'autre chose, une autre manière de le voir, c'est on peut poser la question en termes de est-ce que vous regardez le bien-être maintenant ou est-ce que vous projetez dans 5 ans? Et on va voir qu'il y a des différences quand on pose la question aux gens maintenant par rapport à s'ils se projettent dans 5 ans. Et on verra qu'il y a une différence et à nouveau, c'est ce qui correspond tout à fait à ce que prédit cette dérivée par rapport au discount rate. C'est-à-dire que les gens qui sont plus patients, eh bien, l'effet du turnover sur la life satisfaction est plus grand que pour les gens qui sont plus impatients. Voilà. Et puis alors on a l'effet du unemployment benefit. Plus les unemployment benefits sont généreux, plus l'effet du turnover est positif sur le bien-être. Voilà, il y a d'autres choses. Alors je peux faire différentes extensions du modèle. J'ai pas envie de trop montrer. Donc il y a une extension première où il y a, en plus du fait qu'il y a des innovateurs qui détruisent des jobs, il peut y avoir des jobs qui deviennent obsolètes automatiquement. Et là, sans qu'il y ait d'innovation. Et tout ce que ça change à ce moment-là, c'est que, voyez, dans le cas où c'est pas vrai, j'ai une relation positive essentiellement entre croissance et chômage. C'est le cas qu'on avait regardé. Mais dans le cas où vous avez un taux de destruction automatique très fort, à ce moment-là, le turnover, lui, ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que l'essentiel de la destruction, elle est exogène et le X, essentiellement, il crée des jobs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va donner une importance plus grande à l'espèce. Vous vous rappelez, il y avait le X sur 1 plus X. En fait, quand vous faites varier le taux de destruction de jobs exogènes, vous faites varier le poids relatif de la destruction versus de la création. Quand vous avez un taux de destruction qui est très fort, le X va essentiellement avoir un effet via la création parce que l'essentiel de la destruction vient de la destruction exogène. Quand vous êtes dans un cas où vous n'avez pas du tout de destruction exogène, eh bien le X, c'est surtout la mauvaise nouvelle, c'est surtout le X qui est la source de destruction de job. Et donc vous voyez, c'est intéressant parce que on va voir que donc, dans le cas où il y a beaucoup de destruction exogène, eh bien là, au lieu d'avoir une relation positive entre croissance et chômage, vous avez une relation négative entre croissance et chômage. Entre turnover et chômage. Parce que là, turnover devient une bonne nouvelle. Voilà, donc je veux maintenant, donc il y a toute série d'extensions du modèle que je ne vais pas aborder. On peut montrer que quand des gens sont plus risque-averses, l'effet positif du turnover est moindre. Et donc voilà, et on peut faire un certain nombre d'exemples. Alors moi, je vais passer tout de suite à l'analyse, à la partie empirique de l'analyse. Alors la partie empirique, on a dit, on avait deux parties. On va d'abord aux États-Unis et après on va aller en Allemagne, d'accord? Donc commençons le voyage aux États-Unis. Alors, donc les données, donc là je me remets maintenant ici. Ouh là là, j'ai passé beaucoup de slides, voilà. Voilà.
Donc, donc les données, on a des données d'abord sur le turnover, sur la destruction créatrice. Elles viennent du Business Dynamics Statistics. C'est vraiment Davis Altiwanger. Et Davis Altiwanger et leurs collègues ont regardé au niveau donc des villes, au niveau des métropoles, hein, des informations. Eh bien, ils savent combien de jobs sont créés, combien de jobs sont détruits à chaque moment. Et ils savent aussi combien d'entreprises sont créées, combien d'entreprises sont détruites. Et donc, on peut comme ça calculer la destruction. On peut mesurer le taux de destruction créatrice en termes d'emplois créés et détruits ou en termes de firmes créées et détruites. Voyez. Donc ça, c'est le. Il y a une autre base de données qui est là, qui elle est un peu moins exhaustive. Elle regarde moins de firmes, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle regarde par industrie. Et on va voir que tout à l'heure, on a besoin, on va construire un indicateur, une mesure de predicted creative destruction qui utilise une séparation par industrie. Donc on va avoir à ce moment-là, on va avoir recours à cette base de données. Mais sinon, on va surtout utiliser celle-là, qui est la base la plus populaire. Voilà. Donc ça, c'est pour mesurer la destruction créatrice. Donc ça, c'est des données qui existent. Davis Altiwanger, quand vous voulez regarder, eh bien, chômage, emploi. D'ailleurs, vous pouvez voir d'ailleurs tout de suite que la croissance est positivement corrélée au taux de destruction créatrice. Donc ça, c'est une première prédiction du modèle schumpeterien, qui évidemment n'est pas du tout ne rend compte aucun autre modèle de croissance. Déjà, vous pouvez montrer qu'il y a corrélation positive entre destruction créatrice et croissance. Alors ensuite, il y a donc on mesure la destruction, la job creation et la job creation. Donc on mesure le taux de création d'emplois par la somme des gains d'emploi entre la période T et la période T-1 divisé par l'emploi moyen entre T-1 et T. Et pareil pour les destructions de jobs, et le turnover, c'est la somme des job creation et des job destruction. Et pareil, on fait pour les firmes la même méthodologie, c'est la méthodologie Davis Altiwanger. On n'a absolument rien inventé, on reprend telle qu'elle est faite par eux. Alors maintenant, on passe aux mesures de well-being. Alors là, pour well-being, il y a deux types de données. Il y a les données Gallup, ça c'est les données sur lesquelles Deaton a beaucoup travaillé, notamment. Je ne sais pas, Claudia, si tu as travaillé sur ces données-là ou voilà. Donc, et ces données, donc, ce qu'on fait là, c'est des données basées sur des sondages. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on demande à peu près 1000 personnes eh bien, des questions, si vous êtes heureux, pas heureux, etc. Est-ce que vous faites du souci, vous ne faites pas du souci, etc. On demande plein de choses. Et je reviendrai en plus en détail. Le problème de ce survey, c'est qu'il commence en 2008. En 2008, il y avait la crise quand même. Et donc, on démarre, ça veut dire que pratiquement toutes les années qu'on a jusqu'à maintenant, si vous démarrez en 2008, c'est des années de crise. Et on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que cette analyse qui essentiellement eh bien, donne beaucoup de poids à des années qui n'étaient quand même pas des années de steady state, quoi. Et alors, il y a un autre survey qui lui démarre en 2005 et qui est le Behavioral Risk Factor. Et il pose une autre question. Et ce qui est très intéressant, c'est que deux surveys qui sont faits complètement indépendamment posent les questions de manière complètement différente et vous allez voir que les résultats sont identiques entre les deux. Vous voyez, c'est les mêmes résultats. Qualitativement, vous avez les mêmes résultats. Et c'est assez remarquable. Donc vous avez deux bases de données très différentes, deux manières très différentes de poser les questions et on va trouver les résultats très semblables et à un niveau très vous voyez, en particularisant donc voilà, donc ça fait quand même que vous avez quand même, puisque chaque jour vous demandez à 1000 personnes, etc., vous avez à peu près 350 respondents par année. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes, vous suivez pas les mêmes individus au cours du temps. Et c'est ça qu'on fait que les Allemands font. Ils suivent les mêmes individus. Et donc, ils peuvent regarder vraiment l'effet que ça a surveillé de passer du chômage à pas chômage. Là, on ne peut pas le voir. Ça, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'aller regarder les données allemandes.